Bonsoir à tous et bienvenue. Y a-t-il déflation ou pas? Nos équipes sont allées constater dans les marchés si les prix ont bel et bien chuté. Vous allez voir, pour certaines denrées alimentaires, la baisse est sans équivoque. L'eau potable, l'eau source de vie, manque cruellement dans la Maraoué, précisément dans le département de Zouénoula, le cri de cœur des populations à suivre dans ce journal. Et puis les blogueurs réagissent à l'annonce d'un projet de loi les soumettant à la juridiction sur la presse et l'audiovisuel. Si certains saluent cette décision, d'autres y voient une restriction de leur liberté d'expression. Le prix du sucre, de l'oignon et de la pomme de terre connaît une baisse dans les marchés, un soulagement pour les commerçants et les clients. Toutefois, d'autres produits restent encore chers. C'est le constat ce matin de Bresniawa et Tanguy Kona. Grand marché de Trècheville. Trouvé derrière ses étals, Issa nous confie que les prix de la pomme de terre et de l'oignon ont chuté. On prenait les sacs en gros à 8 000 francs. Les kilos, on va à 400. Oignon aussi, c'est même prix, ça diminue. Les kilos, on va à 400 aussi. Où on prenait là, si ça diminue, il nous dit que ça diminue. Si ça a augmenté aussi, il nous parle que ça a augmenté. Mais pour le moment, en tout cas, les pommes de terre, oignons, ça diminue. Mais les autres marchandises, ça, c'est pas diminué. Direction le marché de Cocovico à Angré, dans la commune de Cocody. Ali est commerçant. Il confirme la baisse des prix du sucre, ce qui lui permet de relancer son activité. Parce que même ça fait longtemps que j'ai arrêté de vendre sucre. Mais hier, j'ai vu les prix me plaît. Bon, j'ai payé un sac au moins pour venir aussi. Parce que le sucre avant, on paye jusqu'à 35 000. Bon, aujourd'hui, la sucre rouge, tu peux avoir 29 000. Mais c'est le transport qui nous tue. Par contre, un tour dans les rayons de ce supermarché de Yopougon montre que plusieurs produits alimentaires gardent des prix encore élevés. C'est le cas de la farine. Le prix du paquet de 550 est passé à 625 francs. Si le stock qu'ils avaient envoyé auparavant, nous on a eu ça cher, on ne peut pas diminuer parce qu'ils ont diminué le prix sur le marché. Parce que ça sera une perte pour nous, pour le magasin. Donc, quand c'est comme ça, on est obligé de liquider ce stock-là. Là, au prochain maintenant, on va voir. Essayer de diminuer aussi. Des produits vivriers aux produits manufacturés tels que l'huile, la farine et autres, les prix sont encore alarmants pour la plupart des commerçants et clients que nous avons rencontrés. Et puis beaucoup des produits vivriers qu'on retrouve dans les marchés proviennent de la Maraoué, plus précisément de Zouénoula. Depuis quelques années, ce bastion du vivrier est en perte de vitesse. Pourquoi sa production autrefois florissante a-t-elle baissé? Comment renverser la tendance aujourd'hui? Le reportage de Mardoché Kwasi et Mathurin Badé. Zanzra, sous-préfecture du département de Zouénoula. Emilienne Niaba, présidente de la coopérative des femmes agricultrices de Nyanangon, Zouénoula, en abrégé Cofagnaz, est en réunion avec les membres de son organisation avant le départ pour le champ. Après les échanges, direction le champ de manioc de la coopérative, situé à quelques kilomètres de ce gros village. La tâche du jour, débarrasser ce champ des mauvaises herbes. Pour faire un champ de manioc, chaque année on fait un champ d'igname. Dans le champ d'igname, dès qu'on déterre les ignames, on sème l'arachide. Après ça, quand l'arachide commence à sortir, nous mettons au moins quelques pieds de manioc à l'intérieur de ce champ. Dès que vous travaillez dans le champ d'arachide, c'est comme vous travaillez aussi dans le champ de manioc. Quand vous enlevez l'arachide, il reste maintenant le manioc, c'est ce que vous voyez là. Nous attendons au moins 5 à 6 mois. Là, elles sont bien formées, nous allons les déterrer pour faire la transformation du manioc en placali. Pour faire l'aubergine, c'est la même chose, le gombo, c'est la même chose, le piment, c'est la même chose. Travailler au quotidien dans les champs pour produire du vivrier, pour se nourrir et nourrir les autres, c'est à cette tâche que les femmes de la Cofagnaz et plusieurs autres de la région se sont jusqu'ici attelées, malgré les difficultés auxquelles elles étaient confrontées. Mais dernièrement, la situation s'est sérieusement dégradée. Nous ne pouvons pas produire parce que nous n'avons pas l'eau. Nous sommes à 5 km du Bandama. Pour que le tricycle parte chercher l'eau à 5 km et puis revenir arroser les plantes, vous voyez que les plantes même restent rabougries et puis ça commence à donner. Ça fait que les fruits ne sont pas bien. Compte tenu du climat, actuellement il n'y a pas d'aubergine, il n'y a rien, même la tomate on ne peut pas en trouver actuellement.
Ça veut dire qu'à cause de la sécheresse, il fait très chaud, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau pour qu'on puisse retenir d'eau pour pouvoir faire les contre-saisons. Et actuellement, on ne peut plus trouver de la banane chez nous à cause de la sécheresse. On ne peut pas déterrer même les maniocs, même si elles sont formées. On ne peut pas les déterrer parce que la terre est très dure. Comme la terre est dure, on ne peut pas déterrer, on est obligé de laisser. Jusqu'à ce que la pluie commence d'abord, avant qu'on commence à déterrer pour faire les placadiers. Souvent même quand nous sommes arrêtés au dépôt en train de faire le chargement, les corps habillés viennent nous demander, tu es obligé de leur donner quelque chose pour qu'on puisse laisser ton véhicule pour pouvoir partir. À chaque arrêt, on doit payer quelque chose. Où il y a toujours les corridors des corps habillés, on doit payer quelque chose. Impuissantes face à ces défis qui refroidissent leur ardeur, certaines femmes sont sur le point, si ce n'est déjà fait, d'abandonner le vivrier au profit d'autres spéculations plus rentables et moins dépendantes de la pluviométrie et autres tracasseries. Dans les années 2000, c'est le vivrier qu'on faisait. Mais c'est très difficile. On faisait des chargements, des bananes, d'aubergines, mais ce n'est pas facile. Donc on a commencé à former nos producteurs d'anacades. Il ne pleut pas, il n'y a pas de pluie. Bon, le moment aussi que pour nous donne là, en ce moment-là, le marché est saturé. Donc pourquoi se fatiguer? Finalement, on risque d'abandonner. Pour celles qui ont décidé de poursuivre la production du vivrier malgré tout, il est urgent de les accompagner et de traiter tous les dysfonctionnements qui leur mettent les bâtons dans les roues. Il faut qu'on ait au moins l'irrigation ou bien des forages, qu'on nous aide à avoir au moins un point d'eau. Si on a un point d'eau, ça peut nous arranger pour pouvoir bien travailler parce que chez nous ici, il n'y a pas de grands bas-fonds. La baisse de la pluviométrie et les changements de saison dus au changement climatique représentent aujourd'hui un danger pour la production agricole en général, mais surtout pour la production vivrière en particulier. Des dysfonctionnements auxquels il convient de trouver des alternatives pour amener la production vivrière à son meilleur niveau, ce qui peut constituer un début de solution à la question de la cherté de la vie. La question de la cherté de la vie, mais aussi la question de l'eau pour tous. Imaginez votre vie sans eau potable. C'est le quotidien de certains habitants de la Côte d'Ivoire. Toujours à Zouénoula, les populations font face à un manque criant d'eau potable tous les matins. C'est avec une question qu'elles se réveillent. À quand la fin du calvaire? Le reportage de nos envoyés spéciaux, Mardoché Kwasi et Mathurin Badé. Le jour se lève à peine sur la cité du Zaouli. Et déjà, les femmes affluent autour des points d'eau pour se procurer de l'eau. Je ne me sens pas bien comme ça a fait de l'eau là. Malgré tout ça que j'ai mal, je viens puiser aussi parce que je n'ai pas l'eau. À faire de l'eau, nous on ne peut pas dormir dans la maison. À 2h, 3h du matin, on est déjà au dehors. Dans nos coups même, il y a un compteur. Nous, on a nos robinets, mais l'eau ne vient pas. Il n'y a pas l'eau dedans. Des forages et des puits construits par des particuliers pour pallier l'absence d'eau dans les robinets. Le quartier, il n'y avait pas de l'eau. Je suis obligé d'appeler les gens des fontaines. Ils sont venus creuser. Et depuis 2019. Donc actuellement, c'est moi qui est en train de ravitailler le quartier. À partir de 4h du matin, les gens se lèvent, petits comme garçons et les femmes, ils viennent se chercher et puis on les serve. Ça fait plusieurs années, il n'y a pas l'eau. Mais nous, on n'a pas pompe, on n'a plus. Donc on les laisse puiser l'eau. Pour nous aussi, l'eau est finie dans le puits là. À cause de la pluie, il ne pleut pas. Les ménages et les opérateurs économiques de la ville souffrent depuis plusieurs années de ce problème qui persiste. On ne peut même pas travailler, même pas l'eau pour laver nos poulets, même pas l'eau pour préparer. Souvent, même l'eau pour les clients, mais on ne gagne pas. Au robinet même, on ne voit même pas l'eau. Il faut se rendre chez les gars qui ont les forages. Souvent, c'est là-bas, il y a rang. Tu vas même matin jusqu'à 18h, tu n'as pas encore 10 bidons d'eau. Donc vraiment, ça nous fatigue. Ça me fait perdre mes clients parce que quand ils viennent, on ne peut même pas leur donner l'eau à boire. Ou bien quand ils sont à retard, ils ne peuvent pas travailler. Le client il arrive, il veut manger, il ne s'est pas encore prêt, il va partir. Le cri de cœur des populations de Zouénoula a été entendu par les autorités compétentes qui ont entrepris la construction d'une usine de production d'eau dont la capacité devrait en principe couvrir totalement les besoins en eau de cette localité. Le cas spécifique de Zouénoula, c'est une unité compacte de production d'eau potable qui débite 100 mètres cubes à l'heure. Donc nous couvrons les besoins de Zouénoula en produisant, on va dire, 2000 mètres cubes par jour à raison de 20 heures de pompage. C'est de l'eau de surface généralement que nous pompons. Or, dans le cas d'espèce, Zouénoula a connu donc une saison sèche comme l'ensemble de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Donc ça amène les équipes exploitantes, la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, de procéder à des délestages. En attendant le retour de la saison des pluies et la mise en service des forages annoncés,
qui certainement mettront fin au calvaire des populations, l'ONEP, Office national de l'eau potable, s'attelle à combler le vide. Des solutions sont en train d'être trouvées. Il nous faudra tout simplement, en urgence, curer cette retenue-là qui en réalité est ensablée. Bon, il faut aussi réactiver les forages qui sont en ville. Il faut aussi adjoindre beaucoup plus de camions-citernes. Et puis aussi, bien sûr, la nature est généreuse. Nous pensons que nous allons sortir très rapidement donc, de cette saison sèche et l'unité de production va continuer à fonctionner. D'ici 1 ou 2 mois, la situation devrait commencer à atteindre la normalité. Alors que les premières pluies de l'année, solution provisoire au problème d'accès à l'eau, s'annoncent pour ce mois de mars à Zieunula, les populations de cette localité sont toujours dans l'attente d'une solution pérenne à cette situation. Aussi, une traque aux trafiquants de bois a été suivie par nos équipes dans le Ouagadougou. Au total, plusieurs dizaines de tonnes de bois frauduleux ont été interceptées à Kani, où des entreprises tournent à plein régime. Vous le verrez, avec du bois obtenu illégalement. Reportage. Alertée par un informateur, la brigade spéciale de surveillance et d'intervention se prépare à surprendre les trafiquants de bois qui agressent dans les forêts du Ouagadougou, une région située au-dessus du 8e parallèle, donc interdite à toute forme d'exploitation de bois. Après le briefing du chef de la mission avec ses hommes, direction Morando, à une centaine de kilomètres de Séguéla. Il découvre sans peine 2 camions de 30 tonnes, chacun chargé de bois scié. Les occupants, eux, se sont évanouis dans la nature. Les délinquants ont eu vent de notre arrivée et ils ont fui et abandonné le véhicule. Il s'agit de l'essence isobellina d'Oka, communément appelée chaux dans le nord ici de la Côte d'Ivoire. Ils ont scié de manière traditionnelle en planches, voilà, qui vont ensuite acheminer vers Koro, suivant l'information que nous avons eue. Après avoir saisi la marchandise frauduleuse, la brigade poursuit sa traque à Djiborosso, à quelques 60 km de là. Ici, ce sont des milliers de planches, un peu plus de 2 chargements de camions-remorques qui attendent d'être acheminés en ville. Comme alertés, les contrevenants ont encore pris la fuite. Dans le village, comme dans les champs, difficile d'avoir un témoin. Je suis venu hier, je suis venu mon champ, et regarde mon champ. Tout ce qui est là, je ne sais pas. Voilà, je ne suis pas dedans. C'est que si moi je passe ici, je vois le camion là, ça garé ici, bon, je ne sais pas ce qui est là. Le 8e parallèle couvre toute la bande allant de la région du Gantougo, au nord-est, jusque dans la zone du Ouagadougou. À Séguéla, chef-lieu de région, cette scierie tenue par des Asiatiques a fermé, comme bien d'autres dans le département. Un matin, on était là, il y a un groupe qui est arrivé ici, les prendre, et c'est peut-être qu'on n'avait pas de papiers. Donc depuis ce jour, ils sont là à Abidjan, ça fait quelques jours. Quand ils sont revenus, ils ont plié bagages, ils sont rentrés au Vietnam. L'entreprise étant installée ici, employait au moins 150 personnes. Et depuis, c'est arrêté, tous ces 150 personnes sont au chômage. Même nous qui vous parlons ici aujourd'hui, nous n'avons plus de salaire. Si elle employait des centaines de jeunes, c'est avec du bois interdit qu'elle a fonctionné. L'abattage sauvage des arbres, dans cette zone au-dessus du 8e parallèle, n'est pas sans conséquence pour l'environnement. C'est une perte énorme. On parle de changement climatique, on parle d'avancée des déserts, on parle des saisons qui n'ont plus de périodes, et c'est toutes ces activités-là qui concourent à cela. La Côte d'Ivoire est de moins en moins un pays forestier. Avec 16 millions d'hectares de forêt dans les années 70, le pays compte à peine 3 millions d'hectares aujourd'hui. Pour éviter la destruction avancée du couvert forestier, en 2013, le gouvernement a adopté un décret portant interdiction de l'exploitation, de la coupe, du transport, de la commercialisation et l'exploitation du bois de veine. En 2016, la Côte d'Ivoire a connu sa première attaque terroriste, c'était à Grand-Bassam. Depuis, les attaques se sont intensifiées dans le nord de la Côte d'Ivoire pour éviter aux jeunes de la région de tomber dans les mailles de ces acteurs de la terreur. L'Allemagne et le PNUD ont signé ce lundi un mémorandum d'accord pour la prévention de la violence dans le septentrion ivoirien. Nadjaïja Kimou-Eric. Au bord de ces vagues paisibles à Grand-Bassam, 19 personnes venues profiter de la nature ont trouvé la mort suite à l'attentat terroriste du 13 mars 2016. 6 ans après, les mémoires peinent à se libérer de cette journée sombre. Ça n'a pas été facile. Nous avons vécu pratiquement près de 2 heures à 3 heures d'enfer ici à Grand-Bassam ce jour-là. Et c'est un jour à oublier très très vite. Mais néanmoins, chaque année, à la même période, le 13 mars, en collaboration avec la mairie, on a fait une stèle. Aujourd'hui, la mairie nous a fait faire une stèle
La stèle est là aujourd'hui et le 13 mars, on se rappelle de ceux qui sont tombés ce jour-là sous les balles assassines des assaillants. Il y a toujours la peur que là, une fois que la date arrive, en tout cas vraiment, chacun se rappelle du jour. Non, il y a toujours la peur qu'elle a. On prie Dieu pour ne pas que ça se répète encore même. Moi-même, j'ai eu un ami qui est parti dedans. Donc quand le moment arrive comme ça, bon, on va faire des cérémonies pour pouvoir penser à eux un peu, quoi. Malheureusement, cette extrême violence ne se limitera pas à ce jour. Au fil des années, le nord du pays est régulièrement secoué par des actes barbares. Dans le courant de juin 2021, 2 attaques sont survenues à moins d'une semaine d'écart dans les localités de Tougbo et Teini, non loin de la frontière burkinabé. On se souvient également de l'attaque contre l'armée ivoirienne qui s'est produite à Kafolo du 10 au 11 juin 2020 avec 14 soldats tués. Autant de cas qui ne rassurent pas la population. En tout cas, la Côte d'Ivoire en général, nous voulons la sécurité. Parce que sans la sécurité, on ne peut pas s'amuser. Sans la sécurité, on ne peut rien faire. On ne peut pas travailler, on ne peut pas s'amuser. Donc on a besoin de plus de sécurité pour pouvoir plus s'épanouir. C'est donc à juste titre que l'État a décidé d'intensifier la lutte contre le terrorisme en inaugurant, le 10 juin 2021, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, située à Jacquesville. Toujours dans le même élan, le gouvernement a inclus dans son programme social 2, allant sur la période de 2022 à 2024, un programme spécial d'appui à l'insertion des jeunes des zones frontalières du Nord. Un exemple que veut suivre l'Allemagne et le programme des Nations Unies pour le développement. À travers cette signature de mémorandum, portant sur le financement d'un projet en faveur des jeunes et femmes, ils entendent contribuer à la prévention des crises. Le projet qui nous réunit ce matin est en ligne droite avec le PS Group 2. Il vise à contribuer à la stabilité sociale et à renforcer l'inclusion socio-économique des femmes et des jeunes dans 5 régions frontalières nord du pays. Il permettra au PNUD de renforcer sa présence sur le terrain avec l'ouverture prochaine d'un sous-bureau des Nations Unies à Bandoukou. Il faut empêcher la violence de se propager depuis le Sahel, assurer qu'il n'entraîne pas avec lui les États côtiers du Golfe de Guinée, à commencer par le moteur économique qui est la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi cela intéresse-t-il l'Allemagne, le Team Europe? C'est parce que nous sommes des voisins, des amis, des partenaires. Votre destin est aussi le nôtre. Sur une planète mondialisée, toute sécurité, toute insécurité est partagée à l'international. Dans la pratique, ce sont plus de 100 000 jeunes et femmes dans le Folan, le Poro, le Bunkani, l'Abagoué et le Tchologo qui bénéficieront de ce projet d'une durée de 3 ans. Ce projet d'engagement des jeunes et femmes pour la prévention des crises, la stabilité sociale, la consolidation de la paix et la réduction de la violence communautaire dans le Nord est financé à hauteur de 2,7 milliards de francs CFA par l'Allemagne et 127 millions par le PNUD. Je vous le disais en titre, après l'annonce du gouvernement d'une modification prochaine de la juridiction sur la presse et l'audiovisuel en y soumettant blogueurs, activistes et influenceurs. Les concernés ont réagi ce lundi. Si certains craignent une atteinte à leur liberté d'expression, d'autres en revanche saluent cette décision. Saïdi Mamadou, Fulgence Kissédou. Les blogueurs, influenceurs et web activistes foisonnent sur la toile en Côte d'Ivoire avec des contenus quelquefois choquants ou obscènes. L'Internet est devenu pour beaucoup un no man's land. Le gouvernement ivoirien veut agir avec un nouveau projet de loi devant réguler les contenus digitaux. Les avis des professionnels du secteur divergent. Pour le premier responsable de l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire, ce projet est à saluer. Au niveau de l'Union nationale des blogueurs et autres, on accueille correctement la loi. On est totalement d'accord avec ce qui est en train d'être fait. Il faut réguler Internet, il faut réguler le contenu, on est content. Maintenant, reste à voir le contenu de la loi. On est tous patients. Un avis qui n'est pas partagé par Cyriaque Bogou, ex-président de l'Association des blogueurs de Côte d'Ivoire et vice-président de Afrique Activiste. Il s'inquiète d'une restriction de la liberté d'expression. Nous, dans notre position, c'est de se poser la question, est-ce que cette nouvelle loi-là, cette modification de loi, ne va pas entraver à la liberté d'expression? Sachant qu'il y a un décret qui avait déjà été pris il y a quelques années en arrière, contre tout ce qui est fausses nouvelles, désinformation, fake news et autres. Donc ce décret existe.
Pourquoi ne pas modifier par contre ce décret et mettre peut-être dedans maintenant ces nouvelles dispositions qu'on voudrait prendre et pour le moment qu'on n'a pas encore vues. Ce projet de loi, qui devrait être soumis à l'Assemblée nationale dans les prochains mois, soumettra a priori les créateurs de contenu sur Internet aux règles journalistiques, ce qui réjouit Guillaume Bateau, journaliste. Je pense que cette loi va aider à mesurer les codes, à mesurer les manières de faire, que tous ceux qui prennent la parole dans l'espace public se disent qu'il y a la limite morale qui est l'éthique et la déontologie, dont il doit tenir compte, que tout n'est pas utile à dire à un moment donné, que toute information doit être vérifiée, entrecoupée, vérifiée avant diffusion. Néanmoins, une appréhension commune unit les différents acteurs du secteur sur les définitions qui seront données aux termes blogueurs, influenceurs et web activistes. Pour cela, ils souhaitent être consultés dans l'élaboration de ce projet afin qu'il soit inclusif, réaliste, donc plus efficace. À peine ont-elles été réhabilitées qu'elles sont à nouveau dégradées. Plusieurs artères de la commune de Yopougon sont en très mauvais état, ce qui agace fortement les usagers de ces voies. Nous avons essayé de comprendre d'où vient le problème dans ce reportage de Brice Niawa et Tanguy Conin. Yopougon, de la CDC Terminus 42 au quartier Ananere-Oasis, en passant par les quartiers Nyangan Nord et Académie Marché, les routes sont presque impraticables. C'est parce que les goudrons ne sont pas bien faits. Ça cause de ça, 1, 2, 3, il y a les creux. Bon, quand ce n'est pas bien fait aussi, l'eau vient, quand il pleut, l'eau vient s'arrêter, ça crève. C'est ce qui fait que le goudron se gâte. Il faut trouver une solution par rapport à l'eau là maintenant, même si on positionne maintenant le goudron, là ça peut aller. Mais tant qu'il y a l'eau là, franchement ça va pas. Comme ce véhicule coincé en pleine chaussée. Les usagers vivent au quotidien les affres de ces voies dégradées. Conséquence, les véhicules par endroits disputent le trottoir avec les piétons. Si les enfants descendent de l'école, il n'y a pas de passage pour eux. Puis les véhicules ne veulent pas garer pour que les enfants puissent passer. Aussi, nous qui vendons au bord de la route, là, vraiment, ça nous fatigue. Je dois faire recette. Je suis bloqué. Il n'y a personne pour m'aider, tout ça. Ça ne nous arrange pas. Sur cette voie secondaire reliant le carrefour Chambéry au quartier Cité Verte, presque plus de bitume. Pourtant, la majorité de ces routes ont été rénovées il y a à peine 6 à 8 mois. Une situation qui serait due au colmatage uniquement des zones dégradées, selon le directeur technique de la mairie. Vous savez, quand on réhabilite une voie, soit on modifie la structure, il y a une durée de vie. Elle peut être 15 ans, ça peut être 25 ans, ça peut être 10 ans. Donc, comme nous aussi, les voies aussi ont une durée de vie. Et si la voie a déjà, si on dit on réalise une voie de 15 ans, et qu'on est à partir de 15 ans, à partir de la 7e année, on doit commencer à entretenir. Si on n'entretient pas, il y a problème. Vous avez vu qu'à certains endroits, il y a le refoulement des eaux usées sur la chaussée. Parce que le système d'assainissement qu'on a, il est complètement dépassé. Donc le fait que les réseaux d'assainissement ne sont pas curés et qui sont complètement dépassés, ça fait que ces eaux usées-là, qui sont très caustiques, reviennent sur la route. Les ouvrages d'évacuation d'eau, devenus vétustes, en rajoutent aux difficultés des usagers. En attendant la prochaine réhabilitation de ces routes, les populations de Yopougon devront prendre leur mal en patience. Le feuilleton de la course à la présidence de la FIF se poursuit en Côte d'Ivoire. L'ancien patron de l'Africa Sport vient d'entrer dans la danse. Pour connaître Cheikh Oumar, le comité de normalisation a échoué dans sa mission. Il propose la dissolution du CONOR FIF et la mise en place d'un comité ad hoc de présidents de clubs. Salif Yalekwe, Mathurin Badé. À quand la fin de la crise dans le milieu du football ivoirien? Difficile de répondre à cette interrogation, avec la suspension il y a quelques jours du processus électoral par la FIF à la suite d'un courrier de la FIFA et de la CAF qui recommande que soit revue la notion du parrainage dans les textes. Un blocage du processus qui suscite de nombreux débats et prises de position. Lundi, c'est au tour de l'ex-patron de l'Africa Sport d'Abidjan, Koné Cheikh Oumar, de réclamer la démission des membres du CONOR et proposer la mise en place d'un comité ad hoc des présidents de clubs. Cette normalisation
doit démissionner parce qu'elle a mal travaillé. Elle n'a pas été courageuse. D'abord, il ne faut pas courir pour aller aux élections. Ça, c'est clair. Cette solution que je propose, c'est qu'on crée un comité ad hoc de président de club avec la bénédiction des pouvoirs publics et administratifs. Pour que les présidents de club comprennent, qu'ils prennent conscience que c'est eux le problème et que c'est eux qui doivent arrêter de se faire manipuler et qui doivent se mettre ensemble, accompagner la normalisation pour sortir de la crise. Pour Koné Cheikh Oumar, les acteurs du football doivent préparer la mobilisation autour de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que le pays accueille en 2023. En décembre 2020, un comité de normalisation a été mis en place par la FIFA suite au blocage du processus de renouvellement des instances dirigeantes de la Fédération ivoirienne de football. Les activités du dit comité devraient prendre fin en décembre 2021 avant d'être reportées à la fin de ce mois de mars. Et voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité ici en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir suivi ce journal. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.